L'échiquier international, soyez les bienvenus. Raza et les intempéries à l'approche de l'hiver, le froid, énième souffrance qui s'ajoute au reste, des temps de fortune, des sols boueux, les enfants grelottent avec les rafales de vent. Chaque nuit, chaque averse rend le quotidien encore plus dur et pendant que ces corps déjà affaiblis résistent, les promesses de la première phase de l'accord de paix, le fameux accord de paix de Trump, se tournent. Aucune amélioration, aucun aménagement des camps en vue d'un agrandissement, aucune infrastructure reconstruite. Quid de la reconstruction également des infrastructures sanitaires? Les engagements brandis par Donald Trump, le président américain, pour sa notion de paix sont flous et l'entité sioniste continue sa politique coloniale. Finalement, la saison hivernale ne fait que ressortir l'essence de ce fameux accord de paix. Aucun changement notable sur le terrain et les populations ayant survécu à des mois de bombardements sont condamnées à affronter le froid dans l'abandon le plus total. Que renfermerait donc ce mot de paix au vu de ce tableau thématique du jour? À tout de suite. Comment repenser donc la notion de paix sur le sol razaoui, au vu du contexte razaoui, pour être plus précis? Pour en parler, je reçois tout d'abord Bertrand Badi. Bonsoir. Bonsoir. Politiste, vous concentrez vos recherches sur la sociologie des relations internationales. Vous êtes entre autres l'auteur d'un ouvrage, L'art de la paix après l'art de la guerre. Bienvenue. Merci, je suis très heureux de m'adresser à la population algérienne qui est chère à mon cœur et que je salue avec ferveur et avec amitié. En tout cas, on est très heureux de vous avoir, Bertrand Badi. Avec nous ce soir également Karim Belgassem, analyste en stratégie internationale, enseignant. Bienvenue Karim. Bonsoir Karim, bonsoir Monsieur Badi, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour votre invitation. On va commencer avec Bertrand Badi en évoquant le terrain razaoui. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, nous observons tout de même des destructions et surtout, on déplore la mort de plus d'une centaine de Palestiniens à cause des bombardements sionistes. Donald Trump y décrit pourtant un tableau de paix. Sa notion de paix et de cessez-le-feu sont peut-être deux choses plus divergentes que jamais, en tout cas sur le terrain razaoui. Aspect que vous expliquez, vous, Bertrand Badi, dans votre ouvrage, l'art de la paix après l'art de la guerre. Oui, absolument. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Le cessez-le-feu, c'est une grande chose puisque, en principe, ça épargne des vies humaines, mais un cessez-le-feu n'est pas la paix. Un cessez-le-feu, c'est la non-guerre, c'est l'interruption de la guerre, une interruption toute relative. Il y a eu encore 3 morts aujourd'hui même près de Khan Younes, donc c'est dire à quel point ce cessez-le-feu est précaire. Mais arrêter une guerre, si on ne va pas plus loin, si on ne va pas au-delà, c'est une manière de préparer l'étape guerrière suivante. Donc, il faut savoir distinguer le cessez-le-feu, encore une fois nécessaire, de la paix. La paix, c'est quoi? La paix, nous le savons depuis des millénaires, notamment, c'est une idée qui a été développée par Aristote en son temps, mais développée par un de vos ancêtres algériens, Saint Augustin également. La paix, c'est l'art de la coexistence. Il n'y aura jamais, jamais de paix au Proche-Orient s'il n'y a pas un aménagement de la coexistence. Et la coexistence, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître le droit de l'autre, c'est-à-dire pouvoir vivre ensemble, et on ne peut pas vivre ensemble sans reconnaître à l'autre des droits égaux aux miens. Donc, pour la paix dans ce conflit israélo-palestinien qui dure depuis maintenant 77 ans, il n'y a pas d'autre solution que de penser à réaliser ce droit du peuple palestinien. Le cessez-le-feu, qui encore une fois est une bonne chose, puisque ça a au moins ralenti les bombardements, c'est tout autre chose. Et c'est une autre chose qui peut déboucher sur une nouvelle catastrophe. Donc si on n'accompagne pas le cessez-le-feu d'un véritable processus de paix,
il ne se passera rien comme finalement, d'un point de vue de la construction de la paix, il ne s'est rien passé au Proche-Orient depuis 77 ans. Et ce qui me fait peur dans le fameux accord de Sharm el-Sheikh, c'est qu'il ne prévoit rien de crédible concernant la paix future. Donc on a envie de se poser la question, pourquoi le cessez-le-feu? Est-ce que ce n'est pas une façon, ce que je crois personnellement, de calmer une opinion publique internationale dont l'indignation commençait à crier très fort? Est-ce que ce n'est pas une façon de faire oublier à nouveau le dossier palestinien? Est-ce que ce n'est pas une façon de se préparer à une autre étape, peut-être encore plus violente et plus meurtrière? Nous sommes dans l'incertitude. Bien sûr, il faut tout faire pour que ce cessez-le-feu se maintienne, mais tant qu'on n'accompagnera pas ce cessez-le-feu d'une vraie politique de paix, eh bien, les craintes resteront les mêmes, les angoisses resteront les mêmes. Karim Belgassem, une réaction sur ce que vient de nous dire Bertrand Badi. C'est vrai, il n'y a pas de paix finalement sans altérité, sans l'autre, avec un grand A majuscule. Oui, tout à fait. Alors, juste pour vous dire, je n'ai pas pu avoir de retour de son de Monsieur Badi, donc je n'ai pas pu entendre ce qu'il a dit. Mais en revanche, je peux répondre à votre question dans la mesure où Monsieur Trump a sa propre conception de la paix avec toutes les contradictions dont il fait preuve. Rappelez-vous, Karim, nous avons eu une entrevue il y a quelque temps où nous parlions de ce plan de paix à Gaza qui n'en était pas un, et j'étais très pessimiste sur la validation de cet accord de paix. Malheureusement, les événements ont démontré que cet accord de cessez-le-feu n'est absolument pas un accord de paix. Il y a eu un cessez-le-feu, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate toujours des bombardements, des morts, Israël qui continue toujours à empiéter sur les territoires libanais, on l'a vu dernièrement, les Gazaouis qui sont victimes également des intempéries, qui souffrent des intempéries avec une absence et en tout cas une difficulté pour obtenir les aides internationales. Donc le concept de paix, en vérité, a l'air d'être toujours une parenthèse entre plusieurs guerres, et Monsieur Trump a, malgré ses déclarations et les contradictions dont il fait preuve, toujours cette volonté de développer et d'affirmer cet impérialisme américain, alors que ça soit au Proche-Orient, que ça soit avec la Russie, que ça soit avec la Chine, mais aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec l'Amérique du Sud et le Venezuela, sur la défense, en tout cas, des intérêts américains. Donc, le mot paix, c'est un peu comme la notion de droit international, particulièrement depuis 4-5 ans, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les événements à Gaza et puis aussi les hautes tensions en Amérique du Sud. On a l'impression que le mot paix, comme la notion de droit international, ne sont que des mots, des feuilles de papier qui ne veulent plus rien dire, et nous sommes dans une situation globale où chacun peut faire ce qu'il entend, où la force prend le dessus sur le droit international. C'est le rapport de force qui prime, mais Monsieur Trump, quelque part, en est une des incarnations principales. Justement, Karim Belgassem, vous me tendez une perche. Bertrand Badi, c'est vrai, sur cette notion de paix, il s'agirait sans doute, au vu de ce que nous avons observé, cette notion de paix renvoie à la paix des puissants et non pas à la paix dans l'absolu. En l'occurrence, Trump conjugue le mot paix avec des projets d'investissement au Moyen-Orient et notamment à Gaza avec son fameux projet de la Rivera. Pour les sionistes, le mot paix, cela se résume à continuer des bombardements pour éradiquer la résistance palestinienne. Donc même entre Trump et Netanyahou, on ne semble pas articuler le terme de paix de la même manière. Oui, alors malheureusement, j'ai pas pu entendre ce que mon collègue, M. Belkacem, a dit parce que j'avais pas le retour. Alors pardon si je suis pas totalement adapté à ce qu'il vient de dire. Je récuserais même l'idée de paix de puissants parce que nous sommes entrés dans une nouvelle étape des relations internationales où les puissants ne parviennent plus à imposer la paix. Il faut avoir ce paramètre nouveau en tête. Autrefois, quand on faisait la guerre, le vainqueur imposait une paix plus ou moins négociée au vaincu. Regardez toutes les guerres qui se sont produites depuis 1945, il y avait rarement de vainqueur. Et quand il y avait un vainqueur,
ce n'était pas le plus puissant qui gagnait. En Algérie, vous êtes bien placé pour le savoir, ce n'est pas le plus puissant qui a gagné la guerre d'Algérie. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de profondément changé dans les relations internationales qui fait que nous sommes dans une séquence où la force ne peut plus rien imposer de durable. La force peut imposer la peur, la force peut imposer la destruction. C'est ce qui s'est passé à Gaza, c'est ce qui se passe plus généralement d'ailleurs au Proche-Orient, mais la paix ne parvient plus à produire de l'ordre. Ça, c'est un premier élément. Donc, il n'y a pas de paix possible autrement que s'appuyant sur le droit, c'est-à-dire la reconnaissance, c'est-à-dire l'altérité, c'est-à-dire la parité, et qui ne suppose une action multilatérale. Le puissant peut imposer le cessez-le-feu pour une raison très simple, c'est que les États-Unis pouvaient très facilement obliger Israël et Netanyahou d'arrêter la guerre, puisque toute la livraison d'armes dont jouit l'État d'Israël dépend de la décision états-unienne. Donc, effectivement, les États-Unis, M. Trump, peuvent décider à un moment donné d'arrêter ou de menacer d'arrêter de livrer des armes et donc provoquer ce cessez-le-feu. Mais pour autant, ils ne peuvent pas faire la paix. Vous l'avez très bien dit, la paix, c'est pas construire une Riviera. La paix, ce n'est pas imaginer dans la tête du président américain une solution. Nous sommes arrivés à une époque où il n'y a de paix possible que conçu multilatéralement dans le respect du droit égal des deux parties. Vous avez des exemples, hélas trop rares, mais qui ont fonctionné. Prenez le cas de la Namibie quand elle a été décolonisée de la tutelle sud-africaine. Il y a un organisme des Nations Unies qui s'appelle la GANUP, le groupe d'assistance des Nations Unies pour la période transitoire, qui avait réussi à construire une paix durable. Ça a pu marcher. C'est exactement la même chose qu'il faudrait pouvoir établir au Proche-Orient, c'est-à-dire un ordre défini multilatéralement auquel chacun se plierait. Mais vous avez raison aussi de dire que dans la tête de Trump et dans la tête de Netanyahou, c'est pas la même chose. Dans la tête de Trump, il y a l'idée d'arrêter les combats parce que ça peut aider à montrer les muscles diplomatiques des États-Unis, mais le règlement en profondeur de la question palestinienne, ça ne l'intéresse pas du tout. Dans la tête de Netanyahou, et ce qui est peut-être plus dramatique, dans la tête de la majorité des électeurs israéliens, il ne peut pas être question de la création d'un État palestinien. Et donc, ce refus de la solution à deux États bloque totalement l'idée de paix et empêche justement ce règlement multilatéral dont je parlais tout à l'heure. Donc, le blocage, il est là. Il faut que la communauté internationale impose cette solution à deux États. Alors, c'est pas tout à fait désespéré. Regardez cette incroyable mobilisation du système international tout entier pendant ces 2 ans de martyrs à Gaza. Ça a abouti à un renversement complet de l'opinion publique internationale qui très majoritairement maintenant épouse la cause palestinienne, même aux États-Unis, même dans la communauté juive américaine, même dans l'électorat républicain. Vous avez une majorité de gens qui considèrent que ce qu'a fait Israël est inadmissible et que les Palestiniens ont des droits qu'il faut respecter. Donc, mon seul espoir, c'est que cette pression de l'opinion publique internationale, cette pression des peuples, ces formidables mobilisations, regardez, 1 million de manifestants à Rome, 350 000 en Australie, c'est-à-dire à l'autre bout du monde, que tout cela crée une situation de pression systémique qui puisse aboutir, obliger à une solution. Vous savez, c'est comme ça qu'on fait des grands pas dans l'histoire. Hein. Si je reprends l'exemple de la guerre d'Algérie, c'est parce que le général de Gaulle avait parfaitement compris que ce n'était pas possible de continuer cette guerre. Il l'avait compris dans sa sagesse et son intelligence. Hélas, M. Netanyahou, ce n'est pas le général de Gaulle, mais c'est en tous les cas la preuve que dans des contextes de pression systémique, on peut arriver à dépasser les préjugés. Karim Belgassem, est-ce que vous avez entendu
globalement la réponse ou la démonstration de Bertrand Badi? Oui, absolument. Alors globalement, il y a une pression internationale, c'est vrai, qui s'est organisée depuis 2 ans. Pendant 2 ans, on a vu des images effroyables du massacre des Palestiniens. Mais c'est vrai qu'on a vu aussi une éclaircie, c'est-à-dire une solidarité de par le monde, de tout âge, qui a réussi quand même à renverser même l'orientation des institutions internationales qui sont aujourd'hui plus sensible à l'endroit de la question palestinienne. C'est aussi une victoire. Quelque part, oui, je rejoins totalement ce qu'a dit monsieur Badi. On a vu sur la scène internationale depuis 2 ans une mobilisation sans précédent dans des pays comme les États-Unis, en Europe et dans le monde entier, des manifestations avec les drapeaux palestiniens. Vous avez vu en Europe principalement le rôle de l'Espagne qui a tenu tête aux États-Unis, qui a vraiment été un des premiers pays à dénoncer ce génocide, à employer ce terme précis. L'accusation d'antisémitisme lorsque vous déclarez qu'il y a un génocide à Gaza ou lorsque vous déclarez que Israël mène un État, mène une colonisation de la Cisjordanie ou un apartheid, ces accusations d'antisémitisme ne sont plus efficaces puisque le monde entier, l'ensemble du monde, désormais manifeste et proteste et conteste cette espèce d'impunité dont bénéficie l'État sioniste. Mais enfin, si l'État sioniste fait ce qu'il fait, c'est quelque part qu'on lui permet, on le laisse faire ce qu'il veut, puisqu'on décrète que l'État sioniste a le droit de se défendre suite aux événements du 7 octobre. Et lorsque l'État sioniste attaque l'Iran, on dit ils ont le droit de se défendre, mais lorsque l'Iran se défend, on dit non, ils ont attaqué. Donc il y a toujours eu ce 2 poids 2 mesures qui existe encore aujourd'hui, mais comme l'a dit monsieur Badi, il ne faut pas désespérer puisque la volonté des peuples et la démonstration des peuples, la démonstration de la rue peut faire changer les autres. On ne peut pas ne pas tenir compte des opinions. La rue, c'est un élément essentiel. On le voit également en France, les manifestations et les mobilisations en faveur de la Palestine et aux déclarations pour stopper le génocide démontrent que il y a certaines limites à ne pas dépasser. Maintenant, est-ce que les autorités, qu'elles soient françaises, européennes, allemandes ou autres, vont essayer de démontrer, est-ce que l'Union européenne, par exemple, va pouvoir faire entendre sa différence? Alors, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais enfin, en termes de population, en termes de manifestations et de démonstrations, on peut effectivement s'accrocher à cet espoir pour faire un peu, voire beaucoup, bouger les lignes, même si effectivement on a l'impression qu'il y a toujours cette histoire de rapport de force qui prédomine et que M. Netanyahou aurait les mains libres pour faire ce qu'il veut. Donc il est important effectivement que la population, les associations et les ONG continuent à se faire entendre dans ce contexte. Bertrand Badi, dernière question, parce que je crois que vous devez nous quitter avant le terme de cette émission. Alors, des mots ont été lâchés, paix, espoir, pression internationale, altérité, enfin, c'est des vocables aux consonances très douces. Mais comment articuler toute cette terminologie avec les Smotrich, avec les Ben Gvir, avec les messianistes zélés qui font pression sur Netanyahou actuellement? Même l'idée de rebombarder l'Iran flotte dans l'environnement sioniste, en tout cas c'est ce que rapportent les médias américains. Mais comment parler de paix avec des figures zélées qui passent leur temps à s'appuyer sur la Bible et évoquer le projet eschatologique du grand Israël? Oui, je crois que vous avez raison dans votre interrogation, comme mon collègue M. Belkacem a tout à fait raison de dire que on n'est pas arrivé au bout du chemin et que effectivement Israël, le gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, dispose encore d'une marge de manœuvre qui lui permettrait même de relancer la guerre. Ceci étant, je voudrais apporter 3 petits rayons de soleil, enfin, du moins 3 nuances à ce qui pourrait paraître comme un pessimisme persistant. Le premier, c'est qu'il faut avoir en tête une chose dont on ne parle pas assez. C'est que
une guerre comme celle qui dure depuis le 7 octobre 2023 au Proche-Orient coûte extrêmement cher à Israël. On ne dit pas assez que l'économie israélienne s'en ressent. D'abord la santé économique du pays, dans le pouvoir d'achat. La société israélienne s'en ressent dans la peur, même si Israël a compté beaucoup moins de morts qu'en Palestine, il y a quand même des morts et des peurs pour les jeunes soldats israéliens qui s'engagent. Donc, il ne faut pas négliger cette part de coût. Deuxième élément et deuxième petit rayon de soleil, c'est que il faut comprendre aussi que nous sommes maintenant dans un monde très interdépendant et beaucoup de pays du monde ont tendance à ressentir négativement ce qui se passe au Proche-Orient, y compris dans leur propre intérêt. Parce que la déstabilisation au Proche-Orient, c'est la déstabilisation du marché de l'énergie, parce que le Proche-Orient, c'est un peu l'un des points névralgiques du monde. Et même M. Trump a compris à quel point se mettre en situation de délicatesse avec les Émirats du Golfe peut coûter très cher aux États-Unis, à l'économie américaine, à la diplomatie américaine. Et donc, il y a une sorte maintenant de détermination à limiter les dégâts qui n'existait pas au lendemain du 7 octobre et sous la présidence Biden et même au début de la présidence trumpienne. Il ne faut pas négliger cet aspect. Et puis, troisièmement, il faut voir aussi que la guerre aujourd'hui est bizarre. Parce que la guerre, elle est de plus en plus destructrice, elle est de plus en plus coûteuse, elle est de plus en plus meurtrière, mais elle n'est plus en mesure de produire de l'ordre. Ça fait 77 ans qu'on nous promet d'éradiquer le terrorisme palestinien, comme on dit. Et depuis 77 ans, la résistance palestinienne non seulement ne faiblit pas, mais se renforce. Donc il y a aussi un calcul rationnel de coût. À quoi ça sert de taper si fort et de manière si coûteuse si finalement la résistance palestinienne n'est pas éliminée? Israël n'est pas aujourd'hui dans une situation de plus grande sécurité qu'elle l'était hier. C'est faux de dire ça. L'insécurité est toujours aussi grande. Donc, à préciser, quand on dit, vous avez dit terrorisme palestinien, c'est selon le vocable des sionistes, mais il s'agit d'une résistance. Hein. Comme on disait à l'époque, la résistance française, les Allemands les appelaient terroristes. C'est juste pour un peu être sûr d'être clair. Voilà. Moi, je vous cite les paroles de M. Netanyahou. M. Netanyahou disait on va éradiquer le terrorisme du Hamas. Il n'y a rien d'éradiqué du tout aujourd'hui. Mais vous savez, moi je me souviens, j'étais tout jeune à l'époque, qu'au moment de la bataille d'Alger, on disait qu'on avait éradiqué le FLN, puis vous avez vu que le FLN n'a pas été éradiqué du tout. Il faut quand même tirer les leçons de tout ça. Comment ça se fait que on n'arrive pas à cette fin quand on a pourtant la puissance pour soi? C'est une grande question. C'est une grande question, et donc tout ceci progresse dans la tête des responsables politiques. Merci Bertrand Badi, je rappelle que vous êtes politiste et également sociologue des relations internationales, auteur. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. Karim Belgassem, peut-être avant-dernière question, je ne sais pas si on a le temps. Alors, vous êtes enseignant. Quand vos étudiants vous posent la question à propos du fameux 2 poids, 2 mesures, d'un côté, on refuse tout aux Palestiniens, même, je parle en termes de représentation, c'est-à-dire on leur refuse le droit de se défendre alors que c'est certifié par l'ONU. Et d'un autre côté, on ne se concentre pas sur les actions zélées des colons en Cisjordanie, pour juste illustrer un peu le traitement sur le dossier palestinien. Quand vos élèves vous posent cette problématique sous les yeux, vous répondez quoi ?
Je leur réponds de toute manière, d'une manière générale. Il faut toujours contextualiser, expliquer le passé, pourquoi on en est arrivé là. Et puis, pour reprendre une expression un peu triviale, il faut mettre carte sur table tous les éléments. Par exemple, expliquer que le Hamas, vous avez parlé de vocable à juste titre, Karim, le Hamas peut être considéré comme une organisation terroriste et pas dans un autre vocable. C'est un mouvement de résistance, justement, contre l'occupation israélienne. Donc, il faut aussi donner toutes les interprétations des vocables occidentaux, moyen-orientaux, toujours contextualiser, toujours expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là. Oui. Est-ce que vous concluez 2 phrases, parce qu'on est obligé de rendre l'antenne. Allez-y, Karim. Voilà, donc il y a des étudiants qui m'ont posé les questions et celles et ceux qui ne me posent pas les questions, je leur ai dit, écoutez, prenez le temps de comparer, prenez le temps de contextualiser, d'expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là. Il n'y a pas de vision binaire à avoir, il faut bien analyser les deux parties, ne pas diaboliser l'une et l'autre. Conclusion, signé Karim Belgassem, analyste en stratégie internationale. Merci d'avoir été de notre Karim Belgassem. Je vous dis à bientôt. Merci Karim, à très bientôt. L'échiquier international s'achève ici. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News et on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous.